Bonsoir à tous. L'Église est blessée par le scandale de la pédophilie, par ses actes scandaleux et criminels. Oui, l'Église a commis de graves erreurs, comme le rappelait Benoît XVI il y a quelques semaines dans sa lettre aux catholiques irlandais. Dimanche, à Malte, le pape a une nouvelle fois exprimé sa honte et son regret, sentiment partagé bien sûr par l'ensemble des catholiques dégoûtés par ces affaires de pédophilie. Si aujourd'hui l'Église est mise en cause, elle n'est bien sûr pas la seule à être atteinte. Ce drame concerne l'ensemble de la société, notamment en France. C'est pour cela que ce soir, nous avons décidé de parler de la pédophilie en France. Comment accompagner les victimes? Comment lutter et prévenir? Faut-il penser des changements au sein de l'Église de France? Que signifie l'application de la tolérance zéro martelée par Benoît XVI? Cette crise appelle-t-elle à une nouvelle vigilance dans la relation éducative? Voilà des questions que l'on va se poser ce soir en direct pour 90 minutes d'émission. Sur ce plateau, avec nous, Maître Olivier Maurice, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avocat au barreau de Paris, vous êtes intervenu à plusieurs occasions dans des affaires de pédophilie, tant en défense qu'en qualité de partie civile. Docteur Paul Bensussan, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur les questions de l'inceste et des abus sexuels. Vous êtes par ailleurs expert national, c'est-à-dire que la justice fait régulièrement appel à vous en tant qu'expert psychiatre. Nicole Jamet, bonsoir. Bonsoir. Psychothérapeute et théologienne, vous avez entre autres enseigné la psychopathologie de l'enfant à Paris 5. Aujourd'hui, vous enseignez au Centre Sèvres à Paris et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont ce dernier, Le célibat pour Dieu. Enfin, Monseigneur Stanislas Lalanne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Évêque de Coutances et Avranches, je précise que vous étiez porte-parole de la Conférence des évêques de France quand il y a 10 ans, l'Église de France a été confrontée à une série de scandales liés à la pédophilie. D'abord, une question d'ordre général, docteur Bensussan. Il est difficile d'avoir des chiffres concernant le nombre de procédures en cours en ce qui concerne les affaires de pédophilie. Oui, parce qu'il y a, effectivement, ces statistiques sont très difficiles à obtenir même de la chancellerie. D'une part parce qu'il y a une très grande prudence à ne pas confondre les dévoilements, c'est-à-dire le nombre des révélations qui augmente régulièrement. Les associations s'en félicitent, mais avec parfois beaucoup d'hypervigilance qui peut induire un nombre très important de révélations que la justice ne considérera pas plus tard comme avérées. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est la grande confusion qui existe dans tous les esprits entre l'inceste et la pédophilie. C'est-à-dire les abus sexuels intrafamiliaux et extrafamiliaux, qui sont de nature, d'origine fondamentalement différente. Donc en fait, il s'agit d'une entité qui s'appelle les abus sexuels sur mineurs, mais qui est composée d'entités extrêmement différentes. Monseigneur Lalanne, combien de procédures en cours qui concernent des prêtres ou des religieux en France? Là, c'est pareil, on n'a pas de chiffre très précis, mais c'est autour d'une trentaine de procédures ou de prêtres qui sont en prison. Une trentaine sur 15 000 prêtres ou 16 000 prêtres en France. Voilà, c'est important à signaler en début d'émission. Alors pour commencer cette émission, on a choisi de s'intéresser au travail de la justice. La justice qui, dans sa recherche de vérité, est confrontée au poids du secret, de la honte et de la douleur qui pèsent dans ces affaires de pédophilie. Souvent, les victimes sont les seuls témoins et mettent parfois des années avant de pouvoir porter plainte. Comment rend-on justice dans ces affaires si douloureuses et avec tant de difficultés? Frédéric Jakovlev s'est rendu à la cour d'appel de Versailles. Reportage. Oui, bonjour madame, c'est Olivier Échappé de la 7e chambre de Paris. Olivier Échappé est magistrat, il est président de la 7e chambre de la cour d'appel de Versailles. La 7e chambre réexamine les décisions du tribunal correctionnel. En fait, c'est la chambre spéciale des mineurs, le tribunal pour enfants. Ici sont jugés les délits, les petites affaires qui concernent les vols, la délinquance, mais aussi les agressions sexuelles sur mineurs. Agression sexuelle à ne pas confondre avec les viols. Ce qui distingue le viol de l'agression sexuelle, c'est la pénétration. Lorsqu'il y a pénétration sexuelle, il y a viol. Lorsqu'il n'y a pas pénétration sexuelle, il y a simplement agression sexuelle. Et ça implique d'importantes conséquences procédurales, puisque les affaires de viol, qui sont donc criminelles, passent devant la cour d'assises, tandis que les affaires d'agression sexuelle, qui restent délictuelles, passent uniquement devant le tribunal correctionnel et donc devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel. Cet après-midi-là, comme chaque semaine, Olivier Échappé va donc juger une dizaine d'affaires, dont 2 qui concernent les délits sexuels. Pour la justice, ce type d'affaires est plus difficile à juger. Les faits sont commis dans le secret, sans témoin. D'autant qu'avec l'allongement du délai de prescription, il remonte parfois à plusieurs dizaines d'années. Autre difficulté pour le juge, les victimes. Elles sont mineures. La question qui se pose alors, c'est quel crédit apporter à leur témoignage.
Je pense qu'il faut se garder tout dogmatisme. L'enfant, comme d'ailleurs l'adulte, peut dire la vérité, peut mentir, peut se tromper aussi, ce qui est une variante, peut interpréter mal les choses, peut les revisiter dans ses souvenirs autrement, les interpréter autrement. Donc il faut effectivement apprécier le témoignage de l'enfant, je dirais exactement, pas exactement, mais presque comme le témoignage d'un adulte, c'est-à-dire en soupesant les éléments, en étant avec l'esprit très en éveil pour comprendre et percevoir tout ce que la déposition de l'enfant peut nous indiquer. En clair, pour la justice, pas de preuve objective, mais un ressenti, ou plutôt ce que l'on nomme en termes juridiques l'intime conviction. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. La Cour va commencer par vider. Concrètement, pour les tribunaux, il s'agit d'analyser les déclarations, trouver les incohérences, observer les comportements de chacun, jusqu'à avoir une conviction de vérité. On va même effectivement jusqu'au comportement à l'audience, bien sûr. L'attitude de la victime, l'attitude du prévenu sont également des éléments qui nous permettent d'essayer d'approcher de la vérité. Alors il faut être très prudent parce que bien évidemment, ce que je trace comme portrait là, c'est un faisceau d'indices. En cour d'assises, cette notion d'intime conviction est cadrée par un article de loi, l'article 304 du Code de procédure pénale, sur lequel doit prêter serment le jury. Vous jurez et promettez de vous décider suivant votre conscience et votre intime conviction. Une notion un peu floue, d'autant qu'après les délibérés, aux assises, les jurés n'ont pas à argumenter ni motiver le verdict. Les jurés ont simplement à répondre à des questions comme Monsieur X a-t-il commis des viols sur Mademoiselle Y ayant autorité sur elle? Oui, non. La loi ne demande pas aux jurés de décrire leur raisonnement pour arriver à cette affirmation de culpabilité ou d'innocence d'ailleurs. On en a tous conscience. Effectivement, ça a pu être qualifié de loterie judiciaire pour ces raisons-là. Une loterie judiciaire à laquelle va s'ajouter pour les avocats comme pour les juges ou les jurés l'émotion, la fragilité affective des victimes, la chape de plomb qui entoure la famille. Et même parfois, lors des grands procès en assises, la pression médiatique. On le comprend, rendre justice dans ce type d'affaires est souvent un exercice délicat. Maître Maurice, vous connaissez bien ces affaires de pédophilie. J'aimerais vous faire réagir dans un premier temps sur ce terme de loterie judiciaire qu'emploie votre confrère avocat qu'on a entendu dans le reportage. Écoutez, vous savez, lorsqu'en particulier on a constaté les désordres liés à l'affaire d'Outreau, avec toutes les difficultés de ceux qui ont été dans un premier temps condamnés et qui ensuite ont été acquittés, on se rend compte que le fait de confronter deux paroles, la parole de l'enfant et puis la parole de celui qui est poursuivi, c'est quelque chose de très complexe. Et donc il faut revenir, et je crois que c'est très important, aux faits qui ont pu se dérouler, aux ressentis des uns et des autres, et puis essayer avec du bon sens de discerner où est la vérité par rapport à ce que peut indiquer un enfant ou au contraire l'adulte. Et je crois que Outreau a eu un avantage très important, c'est de ne pas considérer la parole de l'enfant comme supérieure à celle de l'adulte. Et inversement, il ne faut pas non plus qu'il y ait un retour en arrière, c'est-à-dire que maintenant, on minimise les déclarations qui peuvent être faites par les enfants. Et pour préciser les choses sur ce qui a été indiqué tout à l'heure par le magistrat, je crois qu'il faut accorder la même importance à la parole des enfants et à la parole des adultes, sachant qu'on ne recueille pas la parole des enfants de la même façon que celle de l'adulte. Et vous savez en particulier qu'il y a des enregistrements qui sont faits lorsque maintenant un enfant révèle des abus à caractère sexuel et notamment des viols. Très rapidement, dans le cadre de l'enquête, on enregistre, on filme les déclarations qui peuvent être faites par les enfants. Et c'est très important parce qu'on peut voir aussi ensuite, à travers des détails, si les faits qui sont révélés sont réels, et donc si ces enfants ont été victimes, ou si au contraire, il s'agit de reconstruction, d'induction, et à ce moment-là, on est beaucoup plus prudent. Docteur, je me tourne vers vous, on vous fait appel à vous. Oui,
Alors je serais très réservé sur ce que vient de dire Maître Maurice, parce que bien sûr on ne peut que souscrire à ce que vous dites, accorder le même poids, parole de l'adulte, parole de l'enfant, les détails qui pourraient invalider ou révéler l'induction, à cela près que la majorité des auteurs, l'immense majorité des auteurs d'agressions sexuelles nient. Ils ne reconnaissent pas d'emblée, si vous voulez, les faits qui leur sont reprochés. Et lorsque toute la problématique, bien sûr, ne vient pas de l'aveu, encore qu'il y ait des faux aveux, mais vient du fait que vous êtes confronté à des accusations et des dénégations. Et à ce moment-là, dire qu'il faut accorder le même poids à l'une et à l'autre reviendrait en gros, si les règles du droit pénal s'appliquaient strictement dans ce domaine, le doute devant profiter à l'accusé, devrait dire en gros qu'il serait impossible de condamner en cas de dénégation. La preuve, vous ne l'aurez pas, maître. La preuve de l'abus sexuel, là je parle vraiment avec beaucoup de conviction, et puis je ne pense pas que vous soyez en mesure de me démontrer le contraire, la preuve de l'abus sexuel, de surcroît lorsque la révélation surgit des années après les faits. Donc je ne parle pas de traces traumatiques, etc., qui est présent dans un cas sur 1000. Le sperme, la défloration, etc., on oublie. Donc il s'agit d'un geste qui aurait été ambigu ou mal perçu et peut-être abusif, commis il y a, mettons, 10 ans. Cette preuve-là, vous ne l'aurez jamais. Donc dire qu'il faut rechercher la vérité, oui, mais quelle vérité? Il y a la vérité judiciaire, c'est ce que la justice va retenir. Et puis il y a la vérité historique, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé, comme si on avait les enregistrements, on ne les aura pas. Ce n'est pas une boîte noire, la mémoire. Il y a des distorsions avec les années, très complexes. Et puis enfin, il y a la vérité psychologique, c'est-à-dire ce que chacun, en conscience, est persuadé d'avoir vécu ou d'avoir fait. Donc l'enfant qui dit « je suis persuadé d'avoir ressenti telle chose », et l'instituteur, le prêtre, le père, parfois, qui va dire « mais non, ça n'était que de l'affection ». Alors là, maître, je vous demande comment vous allez faire pour établir la vérité. Vous savez, je crois que, bon, il se trouve que j'ai défendu notamment des prêtres qui ont été condamnés, donc qui sont aujourd'hui des criminels, et qui, contrairement à ce que vous dites, ont reconnu parfaitement devant les cours d'assises qu'ils avaient commis un certain nombre d'actes qui étaient des viols. Donc ça va de soi. Donc je crois que ce qu'il faut, parler de ceux qui ne le font pas. Ce que je voulais dire en répondant à votre question, c'est que, vous savez, après Outreau, et on a eu raison, on a accordé beaucoup moins d'importance aux expertises psychiatriques. Parce qu'à un moment donné, on a dit que ces expertises psychiatriques étaient des expertises notamment de crédibilité, qu'on n'appelle plus maintenant des expertises de crédibilité, puisque c'était une erreur. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans des affaires aussi graves, que ce soit pour les victimes, ou que ce soit pour des personnes qui sont poursuivies, qui sont soit innocentes, soit coupables, il faut être d'une vigilance extrême sur les faits qui sont reprochés, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Je précise que vous connaissez Olivier Échappé. Oui, je connais très bien Olivier Échappé. Moi, c'est un grand magistrat, un homme du... Je le dis d'autant plus... Après, c'est un homme d'une grande rigueur, grande clarté. Il a été un de nos experts quand nous avons travaillé ce dossier il y a 10 ans. À l'Assemblée plénière des évêques en novembre 2000. Il a vraiment fait partie du groupe de travail. C'est important à préciser. Oui, et il nous a beaucoup aidé. Mais ce que je trouve, c'est intéressant dans ce reportage, et peut-être au début de cette émission, c'est que il faut qu'on aborde les questions qui sont graves, difficiles, terribles. Mais en même temps, il nous faut beaucoup d'humilité et de modestie. Et je trouvais que, et l'avocat, avec son style, je validerai pas obligatoirement son expression sur la loterie, mais aussi Monsieur Échappé ont été appelés à la prudence, la recherche de la vérité et à la prudence. Et quand on voit de fait les conséquences terribles, Outreau, moi je pense à ce prêtre qui a été accusé faussement, je dis il faut qu'on soit vigilant aussi dans ce travail. Et vous avez raison, moi, j'ai connu je connais des personnalités, des personnes pédophiles. C'est vrai qu'on est dans le déni le plus total. Donc ça rend les affaires souvent, c'est difficile. Nicole Jammet, vous n'avez pas encore pris la parole. Est-ce qu'on peut parler de différentes formes de pédophilie ou de différentes formes d'actes pédophiles?
Oh ben, oui, bien sûr qu'il y a certainement beaucoup de façons pour un je sais pas, un adulte d'aller vers un petit garçon. Ça peut prendre des formes plus tendres ou plus cyniques ou plus. Mais moi, ce que je pense, c'est que dans ces histoires de pédophilie, l'adulte est attiré par un enfant, et cet enfant, c'est lui. Cet enfant, ça le renvoie à sa propre enfance, et cet enfant qui est beau, qui est innocent, qui est pur, c'est quelque chose qu'il recherche pour lui, et je crois que ça c'est vraiment très très important de dire tout de suite qu'il y a une confusion des langues, il y a une confusion comme dit Ferenczi, enfin qu'il y a un mélange de tendresse et de sexualité, parce que la sexualité c'est pas, je pense, ce qui prime d'abord, hein. Je pense que ce qui prime d'abord c'est un attrait pour quelque chose qui renvoie à l'enfance et qui souvent a été mal vécu par celui qui va être attiré par cet enfant, et cet enfant, ce serait comme une réparation de sa propre enfance. Alors, Docteur Bensoussan. Oui, j'avais envie de réagir. Je n'ai pas voulu vous interrompre, Madame Jamet, mais vous avez dit spontanément attiré par un petit garçon. Et comme on va débattre du lien entre l'homosexualité et la pédophilie, je pense que bien sûr vous avez voulu dire un petit garçon ou une petite fille, c'est-à-dire un enfant. Un enfant, mais c'est vrai que c'est souvent un petit garçon. Donc vous seriez de ceux qui disent qu'il y a un lien avéré entre l'homosexualité. Non, je ne dirais pas qu'il y a un lien avéré entre... Je pense que c'est... Parce que parler d'homosexualité ou d'hétérosexualité, c'est déjà à un niveau où on n'est pas là. Non, là, on est à un niveau d'immaturité et de... Comment... On est au niveau des sensations, excitations, dans quelque chose qui n'a pas mûri, qui n'a pas été... qui n'a pas évolué. Et vous penseriez que cette excitation se produit davantage avec des petits garçons qu'avec des petites filles? Alors, écoutez, je ne sais pas, mais c'est simplement... que c'est souvent, enfin d'après ce que je vois, alors est-ce que c'est parce que c'est dans des collèges de garçons ou je ne sais pas, enfin non mais oui. Ça je ne sais pas. Docteur Bensoussan, comment vous définissez-vous la pédophilie? Déjà il faut bien distinguer la pédophilie et les actes pédophiliques. La pédophilie c'est l'orientation érotique préférentielle, voire exclusive vers des enfants, c'est-à-dire des individus prépubères n'ayant pas les caractères sexuels secondaires. Clairement, hein, pour parler pas de langage trop médical, pas de pilosité, pas de sein pour les filles, parce qu'il y a quand même... Voilà. Il y a des pédophiles homosexuels, c'est-à-dire attirés que par des enfants du même sexe, des pédophiles hétérosexuels attirés par des enfants de l'autre sexe, qui n'aiment par exemple que les petites filles, et indifférenciés. Là, ça va choquer, mais en gros, pourvu que ce soit un enfant. Est-ce que tous les pédophiles passent à l'acte? La plupart des pédophiles ne passent pas à l'acte. Ils sont, la plupart du temps, torturés parce que conscients de leur attirance, essayent de s'introduire dans une zone un petit peu frontière où l'affectif peut s'exprimer, par exemple dans la relation pédagogique, vous voyez, dans les milieux d'éducateurs, etc. Le passage à l'acte au sens du prédateur qui va, heureusement, n'est pas fréquent. Mais Est-ce que vous faites la différence entre, même si au point de vue pénal, on est dans les mêmes... est-ce que vous faites une différence entre les personnalités pédophiles avec des petits-enfants et puis ceux qui sont attirés par des adolescents ou des... Oui, c'est une distinction fondamentale. Je crois. Donc, même si au point de vue pénal, il n'y a pas de différence. Alors, ça c'est très important, parce qu'effectivement, il y a une confusion absolue, vous avez raison de le souligner, Monseigneur Lalanne, entre les pédophiles, donc c'est ce que je viens de définir, l'attirance érotique pour des enfants prépubères, des enfants, et puis les hébéphiles, ça vient du grec éphèble, c'est-à-dire attirance pour les jeunes gens. Et ceux-là recherchent davantage une certaine maturité érotique, au moins physique en tout cas. Ce qu'ils aiment, c'est être des initiateurs. Ils aiment avoir initié, appris la sexualité, favoriser l'entrée dans la sexualité d'un adolescent ou d'une adolescente. C'est fondamentalement différent. Je crois que pour en revenir au sujet que nous avons vu tout à l'heure, il y a un point qui a été évoqué par M. Échappé, qui est très important, c'est la durée de la procédure dans le cadre de la prescription, à savoir que des faits qui ont plus de 20 ans, voire 30 ans, peuvent être jugés. Et ça, c'est très complexe, c'est très compliqué. C'est une des grandes difficultés de la justice. Il faut le comprendre, et voire même, parfois, dans le cadre des critiques qui sont formulées à l'égard de l'Église, la position de l'Église n'est pas celle, aujourd'hui,
que celle qui existait il y a 20 ans ou 30 ans. Or, on juge aujourd'hui, parfois devant les tribunaux, des faits qui datent d'il y a très longtemps. On juge, il me semble, mais vous me direz si vous êtes d'accord. Il y a des actes de pédophilie aujourd'hui, et chaque acte est de trop est terrible. Mais la plupart des actes de pédophilie qu'on a vus en Irlande, aux États-Unis, en Allemagne, c'était il y a 20 ans, 30 ans, 40. Et il me semble que nous jugeons à l'aune de ce que nous savons aujourd'hui, et les prises de conscience, pas seulement en Église, mais dans les différentes institutions, à l'aune de ce que nous savons aujourd'hui, nous jugeons des faits d'il y a 20 ou 30 ans. Est-ce que d'ailleurs, on a toujours considéré de la même manière ce phénomène de pédophilie? Est-ce qu'on l'a toujours considéré comme un phénomène très grave, Maître Maurice? Écoutez, surtout, je crois que les institutions ont eu un comportement à l'égard de la pédophilie qui était très ambigu. On a eu un véritable déni parfois. Lorsqu'on parle d'omerta, il y a eu ce véritable silence. Je pense notamment au silence des enseignants, parfois qui connaissaient dans le cadre de leurs établissements ce qui se passait. Et puis, même si nous notons une évolution au niveau de l'Église, pendant très longtemps, il y a eu, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, un silence de l'Église par rapport à ces actes. Et puis on n'a pas toujours considéré la pédophilie. L'enfant n'était pas du tout, pas du tout la même place. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'enfant, il n'avait pas de parole, alors qu'actuellement, l'enfant est roi. Enfin, on est passé d'un extrême à l'autre. Alors. Et certains intellectuels même flirtaient dangereusement avec une considération différente de ce qu'était une relation avec un enfant. Et Gide pouvait tout à fait publier, etc. Oscar Wilde avait été inquiété. Enfin, Gide n'a pas été... Plus récemment, Gabriel Maznev était intervenu sur des grandes chaînes de télévision, dans des journaux nationaux, sans aucune... Oscar Wilde avait été inquiété pour son homosexualité, pas pour sa pédophilie. Je vous propose maintenant de donner la parole à une victime. Il s'appelle Christian Dubreuil, un père de famille de 54 ans. À l'âge de 11 ans, il a été abusé par un prêtre. Très récemment, il a décidé d'en parler à visage découvert. On regarde son témoignage. La sœur de mon père a été employée dans une église à 25 km de chez moi. Et là, j'ai rencontré le prêtre qui n'était pas le curé de cette paroisse, mais qui se trouvait là. Il s'est manifestement intéressé à moi et ensuite, il est venu pendant toute l'année scolaire de la 5e chez mes parents en leur proposant de m'emmener dans ses voyages, dans ses déplacements. Et il a immédiatement commencé à avoir des attouchements sexuels sur moi, donc il avait 11 ans. Et ces attouchements ont duré à peu près une année scolaire. Alors ils se produisaient soit chez moi, dans la salle à manger de mes parents, et il m'emmenait à un certain nombre de ces voyages. J'ai souvenir, il roulait en 2 chevaux à l'époque, d'une visite à Cluny ou une visite dans l'Ain ou le Jura. J'étais extrêmement mal à l'aise. Enfin, c'est une agression terrible puisque, j'allais dire, vous êtes à un âge où le sexe n'est pas quelque chose... avec lequel vous savez quoi faire. Ça sera à l'adolescence que vous le découvrirez. Et vous êtes dans une situation d'enfermement dans lequel vous ne pourrez rien dire. Vous êtes dans le silence parce que ce que l'on vous a imposé est très très dur à vivre pour vous. Ce qui est certain, c'est qu'au bout de, en gros, 7 années scolaires, j'ai dit à ma mère que je ne souhaitais plus voir cet homme. Moi, ça a perturbé ma sexualité, bien évidemment, et des tendances homosexuelles dont je suis revenu, mais qui ont existé notamment à mon adolescence. Je ne suis jamais retourné dans l'église où je l'ai rencontré depuis 1967. J'y suis retourné en 2009 et j'ai inscrit dans le livre d'intention de prière de cette paroisse le fait que je lui pardonnais. Donc, j'ai pardonné
j'ai pardonné à ce prêtre. Je n'ai pas d'hostilité, de conflit avec l'Église catholique ni avec mes frères catholiques. Je souhaite dire, et vous m'en offrez peut-être l'occasion, de dire à l'Église, c'est à elle de réagir et de faire de la révélation de ces crimes une occasion de vérité, de pardon, de progression. Voilà, beaucoup de choses qui sont dites avec beaucoup d'émotion dans ce témoignage. Nicole Jammet, j'ai envie de vous faire réagir sur ce qu'on vient d'entendre. Oui, je crois que c'est je suppose que c'est une expérience tout à fait terrible et tout à fait... Mais bon, et alors on voit son émotion, enfin il pleure, c'est vraiment... Alors que ça fait quoi, 20 ans Il avait 11 ans, aujourd'hui il a 54 ans. Ah oui, en effet, oui. Bon, donc effectivement, c'est tout à fait terrible. Enfin, bon, mais il a pu faire un chemin. J'ai pas entendu, il était marié Et aujourd'hui il est marié. Il est père de plusieurs enfants. Oui, donc il a pu faire un chemin, il a pu pardonner. Donc, mais à quel point c'est déstructurant? Mais ce qui est déstructurant, c'est que qu'est-ce qui est le plus important dans ce qu'un adulte peut donner à un enfant, c'est la confiance. Or là, on détruit la confiance de cet enfant. Enfin, surtout que c'est sous le couvert comment on s'occupe de l'enfant, on fait des choses pour lui, etc. Et sous ce couvert-là, on le prend. Enfin, dans tous les sens du terme. Enfin, on met la main sur lui. Enfin, c'est une conduite d'emprise à l'opposé de la confiance. C'est vrai de tout éducateur. Oui. Il y a ce climat de confiance qui est essentiel pour qu'un enfant ou un jeune grandisse en humanité, spirituellement, en liberté. Et alors, de fait, il y a ce climat de confiance qui est essentiel dans l'acte éducatif. Et quand, en plus, c'est un prêtre, il y a une double confiance. Oui. Parce que le prêtre, c'est une double trahison. Le prêtre, c'est le père de tous. Et là, il y a quelque chose... Alors en même temps, je termine, en même temps, je suis très impressionné par ce que je viens d'entendre. Enfin, moi aussi, je suis un peu ému à l'avoir écouté, parce que, d'une part, on voit les blessures profondes qui restent 40 ans après. Hein, non oui. Et puis en même temps, plus de 40 ans. Et donc, je crois qu'on n'imaginait quand même pas à l'époque, même s'il y avait l'omerta, on n'imaginait pas on pensait que ça allait pouvoir avec un peu d'attention. Non, là, on a des blessures très très profondes qui restent, qui sont à peine cicatrisées, et puis en même temps, cet homme a fait un chemin assez étonnant. Un chemin de pardon, c'est pas rien. C'est pas rien. Cette démarche, moi, je trouve qu'il y a une démarche spirituelle très très profonde, qui montre bien d'ailleurs que le pardon n'a rien à voir avec l'oubli. Souvent, on confond le pardon et on efface tout et on recommence à zéro. Ça n'existe pas, ça. Même anthropologiquement, ça n'existe pas. Dans la foi chrétienne, ça n'existe pas. Mais le pardon, c'est une autre démarche. Et je me dis, bon, chapeau, en l'écoutant. Voilà. Christian lance également un appel à l'Église. Hein, oui. Qu'est-ce que l'Église peut lui répondre? L'Église doit rester, là aussi, pleine d'humilité. Et en même temps, je crois que des témoignages comme cela, je crois, interpellent fortement l'Église, les communautés chrétiennes. Moi, je trouve, je ne veux pas du tout faire de cocorico, parce qu'il ne faut pas en faire dans ces domaines-là. Hein. Mais je trouve que le 2000 a été pour l'Église de France quand même un tournant important, je crois, une prise de conscience. Je suis assez étonné. Hein. Je parlais d'Olivier Échappé tout à l'heure, il y avait aussi Marie Chautil, qui est moraliste, théologienne, moraliste, qui était intervenue. Il y a eu tout un dossier qui avait été travaillé, et ils sont intervenus, ainsi que le père Patrick Vadrini. Et j'étais étonné, j'étais porte-parole, je n'étais pas évêque, j'étais étonné, après les avoir écoutés, du nombre de questions qu'avaient les évêques. Alors qu'ils n'étaient pas tous confrontés à ces questions-là. Mais de fait, il y avait une méconnaissance, et je crois que ça a été un tournant important pour se dire, oui, la pédophilie, c'est bien plus grave qu'on pouvait peut-être imaginer. Et un témoignage comme ça nous oblige, les uns les autres, ça nous oblige. Ouais. Quelle est la place du pardon dans ce processus de guérison?
Je pense que c'est essentiel parce que c'est une libération de pouvoir pardonner, de retrouver le lien à l'autre. Enfin, je crois que c'est très, très, très important. Et puis, au lieu de rester sur une rancœur qui vous enferme sur vous-même, ça vous ouvre le pardon. Et je crois que effectivement, c'est très, très important. Maître Olivier Maurice. Moi, je suis très ému par ce qu'on a entendu et en même temps, je suis très réservé. Parce que... Pour une raison très simple. C'est parce qu'il n'y a pas eu de procès. La justice ne lui a pas été rendue. Et donc, la démarche de cet homme, elle est héroïque. Oui. Elle est héroïque. C'est-à-dire, on voit bien encore l'empreinte. Mais les faits sont prescrits, de toute façon. Mais même si les faits sont prescrits, en réalité, ce qu'il dit à l'Église, il dit à l'Église, vraiment, regardez ce que j'ai vécu et faites quelque chose. Et je voudrais, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe aussi dans l'opinion publique française, redire des choses qui sont quand même très importantes. Avant 2000, l'Église a eu peur du scandale alors qu'elle savait qu'un certain nombre de ses prêtres avaient commis des actes qui étaient des viols. Attendez, laissez-moi. Ensuite, la place de l'évêque vis-à-vis, je dirais, de ses prêtres en tant que pasteur. C'était très compliqué pour un évêque de pouvoir révéler ce qu'avait fait un prêtre. Il faut comprendre ça. Et le déclic qui a été fondamental, c'est lorsque l'Église a compris qu'on n'était pas en présence d'un péché, mais d'un crime. Et qu'à ce moment-là, reprenait toute sa force ces paroles de saint Augustin qui dit « Mais le degré minimal de la charité, c'est la justice. » C'est-à-dire qu'il faut avant tout que la loi passe et que soient sanctionnées les personnes qui ont pu commettre ces crimes. Et je crois que la démarche, et moi je la salue parce que j'ai vu l'évolution. Je trouve que les prises de position qui ont été celles de l'Église de France, d'ailleurs parfois de façon anticipée par rapport à ce que l'Église a pu mettre en place depuis, eh bien les critiques qui sont faites à l'égard de notre Église sont injustifiées parce que précisément il y a eu un effort tout à fait considérable à la fois pour prendre conscience de ce déni et de se dire, il faut arrêter, il faut avoir le courage de se mettre du côté de ceux qui ont été victimes, pour les défendre. Parce que, en même temps, chez cet homme, si vous voulez, il y a le fait qu'il n'a pas obtenu réparation. Et inconsciemment, même s'il ne le formule pas encore de façon expresse aujourd'hui, puisqu'il parle de pardon, il y a le fait qu'il n'a pas été reconnu dans le crime dont il a été victime. Et en quelque sorte, il en appelle à l'Église. On va entendre un de vos confrères, Maître Maurice, maintenant, puisque vous l'avez dit, dans les années 2000, l'Église de France a clairement pris conscience du problème, avec une affaire qui a marqué les esprits, l'affaire Piquant. En juin 2001, Monseigneur Pierre Piquant, alors évêque de Bayeux-Lisieux, était jugé pour ne pas avoir alerté les autorités alors qu'il avait connaissance d'actes pédophiles d'un prêtre de son diocèse. Il fut condamné à 3 mois de prison avec sursis. Cette affaire marque donc un tournant pour l'Église également. On regarde les explications de maître Thierry Massis. Il était l'avocat de Monseigneur Piquant à l'époque. L'Église de France a évolué profondément et je pense que c'est très important de le dire. La déclaration de Monseigneur Billet en 2000 au cours de l'Assemblée des évêques est très importante car il a bien condamné les actes de pédophilie et non seulement il a demandé à ce que l'Église prenne un certain nombre de mesures concrètes, déjà c'était cette formule qu'il a utilisée je crois, et que se mette en place une volonté de signalement, une volonté que le prêtre se dénonce. Et d'ailleurs, un certain nombre de mesures se sont mises concrètement en place. Vous vous souvenez de l'image de Monseigneur David qui accompagne son prêtre au tribunal. Donc il y a là une prise de conscience des évêques très importante et je crois que l'Église de France a fait véritablement sa révolution depuis le dossier Piquant. J'ajoute que des contacts avaient été pris entre les parquets, entre les évêques pour que progressivement il y ait cette coopération judiciaire. Mais coopération judiciaire qui ne soit pas une dénonciation pure et simple. Et donc il y a dans l'Église toujours une réflexion entre la protection du secret, la protection de la confidence et la dénonciation. Car on sait, on l'avait vu au moment du dossier Piquant, c'est ce que j'avais plaidé, les dénonciations imaginaires, les dénonciations mensongères sont extrêmement fréquentes.
Monseigneur Lalanne, une précision sur ce qu'on vient d'entendre. Juste une précision, parce que Maître Massis, que je connais bien, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, évoque une déclaration de Monseigneur Billet, qui était président de la conférence épiscopale à l'époque. Justement, ça n'a pas été seulement une déclaration du président, ça devait être une déclaration du président, et tous les évêques ont dit, nous faisons ensemble cette déclaration, qui était une déclaration extrêmement nette et claire, d'ailleurs, je me suis rendu compte à l'époque, j'étais porte-parole des évêques, qui a quand même marqué beaucoup l'opinion publique, de condamnation de la pédophilie, très très clair par rapport aux prêtres, par rapport au fait qu'il doit y avoir signalement, par rapport, on y reviendra peut-être aussi sur le fait qu'il doit y avoir travail entre les différentes institutions, parce qu'il n'y a pas que l'Église qui est touchée par ça, c'est toutes les institutions, il faudra qu'on en reparle, parce qu'il y a un travail là, éducatif très important. Et donc là, c'est de fait l'ensemble des évêques ont fait cette déclaration. Je voulais le dire parce que c'est pas seulement le président. C'est important. Je voulais réagir au risque de vous paraître peut-être sévère ou injuste, mais qualifier de révolution et de courage extraordinaire le fait qu'en 2000, l'Église condamne fermement les actes de pédophilie commis par des prêtres, c'est une mauvaise farce. C'est impensable d'entendre ça. Enfin, il ne faut pas énormément de courage pour condamner fermement des crimes commis par des autorités morales et religieuses. Donc je ne trouve pas ça révolutionnaire. Monseigneur Lalanne va sûrement nous parler. Non, je ne sais pas si c'est révolutionnaire. C'est ce qui a été dit par cet avocat. Non, maintenant c'est moi qui parle. Mais on peut dire la même chose pour les instituteurs, on peut dire la même chose. Personne ne on n'aimait pas le scandale. Je crois qu'il y a eu on voulait éviter le scandale. Je crois qu'il y a eu une étape assez décisive. C'est ça que je dirais. Parce que, qu'est-ce qui se passait dans beaucoup de diocèses? Eh bien, un prêtre était accusé, où il y avait des rumeurs, parce que les choses n'étaient pas très claires, etc. Eh bien, alors, de fait, il y avait sans doute le silence. Bon, il y avait surtout le fait qu'on disait, bon, en le déplaçant, dans un autre contexte, accompagné, etc., il va s'amender, il va se reprendre. C'est par naïveté, je crois qu'il y avait, peut-être par naïveté, mais enfin, toutes les institutions. Il y avait la peur du scandale. La peur du scandale, on y revient. Oui, il y avait la peur du scandale, il y avait sans doute le souci de protéger l'institution. Je crois qu'il n'y avait pas la perception de la gravité et des séquelles très très durable. Moi, j'en suis persuadé de ça. Et pas seulement dans l'Église, dans beaucoup d'autres institutions. Et je me dis, non, je ne parlerai pas de révolution, mais quand même une étape décisive. Aujourd'hui, des évêques, j'en suis, sont très clairs sur ces questions-là. Et collaborent avec la justice très facilement. Oui. Alors, de fait, je crois que c'est pas facile pour un évêque de signaler à la justice. Donc, je crois que c'est important d'abord, ça soit d'aider, ce qu'a fait Monseigneur David, il évoquait, qui était évêque d'Évreux à l'époque, c'est d'aider le prêtre à faire cette démarche. Bon, voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a quelques jours, on a entendu dire que le pape avait pleuré avec des victimes à Malte. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important toujours dans ce processus de pardon, de guérison? Que le pape ait pleuré, ça... je veux dire, c'est sympathique et il a participé, c'est très bien. Mais non, ce que je voulais dire, c'est quand même, c'est très difficile quand on est, je sais pas, directeur d'une institution et qu'il y a un instituteur ou un prêtre, parce que c'est souvent des hommes sympathiques et des hommes généreux et des hommes très actifs et qui ont justement ce besoin de réparation et ce besoin... et alors, quand on est soi-même, on se dit mais c'est pas possible, enfin on n'y croit pas tellement, et puis on se dit bon, effectivement il va s'amender ou alors je voudrais vous lire un petit passage de Monterland dans La ville dont le prince est un enfant, parce que c'est cette histoire comme ça c'est dans une institution et il y a deux enfants qui sont un peu amoureux l'un de l'autre, mais il y a un prêtre qui est amoureux d'un des enfants. Alors il va s'arranger pour essayer d'exclure l'autre, etc. Et alors, justement, il va y avoir un supérieur qui va intervenir et qui va faire en sorte que cet enfant s'en aille de l'établissement. Il n'y aura justement pas de passage à l'acte grâce à ce supérieur. Mais alors, il convoque ce prêtre et ils ont une discussion, tous les deux. Et il lui dit « J'ai commencé à l'aimer quand je l'ai vu en péril. » Je crois que ça, c'est très important. Parce que il l'a vu en détresse, et alors il s'est identifié à lui, et il a voulu le sauver. Il y a toute cette dimension comme ça, généreuse. Alors il dit, au fond, il n'y a qu'une chose qui compte dans ce monde, l'affection qu'on a pour un être, pas celle qu'il vous porte, celle qu'on a.
qu'est-ce que vous avez dit, vous, en chaire, l'an dernier? Il s'adresse aux supérieurs. L'affection est le plus puissant levier qui existe sur la terre. Dieu nous fait une grâce quand il nous accorde d'aimer quelqu'un, etc. Avec une affection, c'est cela qui donne le plus. Et alors, il nous dit, je termine, pendant 1 an, j'ai été son père et sa mère. Ses parents s'occupaient pas de lui. J'ai fait attention que ses chaussettes soient prisées, que, etc. Et alors, du coup, il y a tout cet aspect quand même d'amour généreux qui cache aussi. Et en même temps, c'est assez dramatique parce que, vous savez, moi j'ai le souvenir, par exemple, de voir un jeune qui a été violé, qui a déposé plainte contre un prêtre. Ce prêtre a été jugé devant la cour d'assises, et lorsque ce jeune est venu devant la cour d'assises, il a demandé pardon au prêtre en lui disant qu'il était désolé parce qu'il le prenait comme son père et que ses révélations l'avaient conduit devant la cour d'assises. Et la confusion, attendez, elle est extrême, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai pris la parole pour le prêtre que je défendais en disant à ce jeune, à cette victime, mais vous n'avez pas à demander pardon à ce prêtre parce que vous avez été mêlé dans une relation d'emprise et de confusion. Et si vous voulez, là, au-delà, c'est très beau, Monterland, tout le monde aime Monterland, mais au-delà de la littérature, il y a des vies qui ont été brisées, des vies qui ont été, mais je dirais, jetées en pâture par des hommes, trop souvent, qui n'ont pas perçu, je dirais, le mal qu'ils faisaient, ou lorsqu'ils percevaient ce mal, eh bien, continuaient à le faire parce qu'ils n'ont pas été dénoncés. Avant de passer au prochain reportage, docteur. Oui, moi j'ai été très touché par le passage lu par Nicole Jammet, effectivement, qui permet de distinguer quelque chose, une distinction qui ne se fait pas spontanément tout de suite. C'est l'agresseur, c'est-à-dire qui va s'attaquer à un enfant pratiquement inconnu, et le pédophile, avec tout ce que le grec philos attirance veut dire, qui lui ne se perçoit pas comme un agresseur, parce qu'il a été éducateur, parce qu'il a parfois aimé de façon désintéressée cet enfant, et que parfois même après la révélation, il dit mais il n'y a pas eu que ça quand même. Souviens-toi, dans notre relation, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu de l'amour. Le problème, c'est que c'est précisément le terreau des dégâts à très long terme. C'est-à-dire que s'introduit, je retiens le mot qu'utilisait Maître Maurice, le mot de confusion, une confusion dans l'esprit de la victime. Le psychanalyste Reynaldo Perron, qui parle de la relation d'emprise, dit simplement la victime ne sait même plus quand la violence a eu lieu et si la violence a eu lieu. C'est-à-dire qu'elle est en pleine confusion. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. D'où la nécessité de condamner les criminels, parce que ce sont des criminels. Mais ce sont aussi des hommes, ils ne sont pas des bêtes. On va passer au prochain reportage. Juste de la nécessité, mais c'est pour en reparler tout à l'heure, de réfléchir sur la relation éducative. Tout à fait. Pour guérir, en tout cas, les victimes de viols et d'abus sexuels, on l'a compris, ont besoin d'être accompagnés. Des prêtres font ce travail d'accompagnement. C'est le cas du père Stéphane Joulin, thérapeute. Il travaille dans un centre parisien spécialisé dans la prise en charge des victimes et auteurs de violences familiales. C'est un reportage de Gaël Legarec. À 44 ans, le père Stéphane Joulin fait figure d'exception. Il y a une dizaine d'années, alors en poste à Jérusalem, ce père blanc s'est retrouvé confronté aux questions de victimes de pédophilie. Il décide alors de suivre une formation de 4 ans dans un centre parisien spécialisé où il intervient désormais régulièrement. Je viens en complément derrière pour toutes les questions qui peuvent émerger au niveau du lien entre thérapie et foi. Quand ce sont des personnes qui ont été abusées par exemple par des prêtres ou des pasteurs et pour qui le travail thérapeutique c'est une chose mais qui se pose la question où était Dieu à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire et le pasteur qui m'a dit ça, m'a fait ça, m'obligeait à faire ça en me disant que Dieu justifiait et ainsi de suite. Donc moi j'interviens là à ce niveau-là en tant qu'à la fois thérapeute et prêtre. Avec Martine Nice, la thérapeute spécialisée cofondatrice du centre, c'est ensemble qu'ils tentent d'aider les personnes abusées à se reconstruire. C'est très effrayant pour une victime de devoir parler de ce qu'on lui a fait subir, et notamment quand il s'agit de personnes en qui il avait auparavant une confiance absolue, comme ses parents ou comme un prêtre. Donc il faut que le contexte relationnel soit favorable. On ne peut pas être dans une position classique de neutralité bienveillante. On est bienveillant, mais on est plutôt dans une posture thérapeutique active, c'est-à-dire ce sont des thérapies où les thérapeutes parlent beaucoup avec les patients. D'ailleurs, en tant que thérapeute spécialisé, nous accompagnons souvent les victimes lors des procès de leurs agresseurs, ou les agresseurs dans leurs procès aussi d'ailleurs.
Très impliqué auprès des victimes, le père Joulin regrette le manque d'engagement de l'Église sur cette question. L'Église est une très grosse structure, c'est une grosse institution avec des mécanismes très, très difficiles à bouger et malheureusement on a à côté de ça des victimes qui, elles, sont coincées pour certaines avec leurs souffrances, avec leurs difficultés et qui ne comprennent pas qu'on ne veuille pas les entendre, qu'on ne veuille pas les croire. Et quand on sait la difficulté qu'il faut pour une personne pour parler de ce qui lui est arrivé, dire les choses, apprendre les mots et pouvoir les dire, la réticence que peut mettre l'Église parfois à prendre en compte la parole des victimes est franchement douloureuse. Et pour aider les victimes à trouver le chemin de la guérison physique et spirituelle, il espère que l'Église pourra prochainement mettre en place une cellule d'écoute. Monseigneur Lalanne, le père Joulin interpelle encore une fois directement l'Église. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que fait l'Église pour accompagner les victimes sur ce chemin de guérison? Je dirais deux choses. La première, c'est que je ne me retrouve pas tout à fait avec ce qu'il dit, parce que quand il dit que l'Église fait rien pour les victimes, c'est pas vrai. Moi, je suis témoin. Il n'y a rien qui se fait peut-être au plan national, au niveau de l'Église de France. Et il se fait beaucoup de choses au plan des communautés locales, des paroisses, des aumôneries. Enfin, moi, j'ai été témoin, j'ai 35 ans de ministère, donc j'ai eu beaucoup de confidences, comme tout prêtre, comme tout évêque. Et je peux vous dire que l'accompagnement des victimes, d'avoir des lieux de parole, d'avoir un accompagnement, une proximité, ça se vit. Peut-être que c'est pas suffisant. On a sûrement un travail à faire de réflexion sur l'accompagnement des victimes. Là-dessus, je suis d'accord. Comment l'Église peut aller plus loin Bien sûr qu'on peut aller plus loin, et je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Mais il se fait beaucoup de choses qui sont belles. Bon, mais c'est vrai que j'ai vu plus de victimes d'inceste, enfin d'abus sexuels à l'intérieur des familles ou à proximité des familles. Comme curé de paroisse, j'ai été souvent témoin de confidences, de liens avec les familles. Enfin, j'ai été en lien avec beaucoup de familles. Il se fait des choses. C'est faux de dire qu'il se fait rien. Voilà. Mais parfois, il y a des démarches quand même très courageuses de certains évêques qui vont jusqu'à se constituer partie civile aux côtés des victimes dans le cadre de différents procès. Je pense à Monseigneur Albert de Montléon, qui à Meaux est venu à côté des victimes, et je crois que c'était une parole très très forte, et je crois d'ailleurs très originale, parce que je crois que c'était une des premières fois qu'un évêque, au-delà de ce qui existait depuis 2000 sur le travail qui a été mis en place justement pour accompagner les victimes, eh bien délibérément, non seulement ne disait pas simplement en parole que l'Église était aux côtés des victimes, mais là, il était à côté des victimes, donc sur le banc du tribunal. Donc si vous voulez, je crois que en même temps, est-ce que dans des situations similaires, les évêques de France feraient tous la même chose? Je n'en suis pas certain. Sur cette question, est-ce que tous les évêques sont d'accord avec ce qu'a fait M. Non, je ne crois pas. Là, je crois qu'il y a des perceptions différentes, mais se porter civil ou pas se porter civil, je dis de la part d'évêques, de frères évêques, de la part aussi de prêtres, de la part des communautés chrétiennes, je dis, je crois qu'on est sensibilisé à l'accompagnement des victimes. Là, Alors, de fait, le père Joulin est sans doute... vous savez, quand on est en situation comme ça, où on rencontre beaucoup de personnes, on voit ce qui ne va pas. Mais je veux dire que... Vous porteriez partie civile? Non, je ne crois pas. Non. Alors, il y a un autre point, c'est l'indemnisation des victimes. Parce que, par exemple, dans d'autres pays, comme aux États-Unis sur les procès, les victimes sont indemnisées et il y a des transactions qui sont faites avec l'Église. Là, en France, c'est un tout petit peu différent. C'est pas le cas en France. Non, bien sûr, c'est pas le cas en France. Docteur Basson, vous souhaitiez réagir, vous n'avez pas parlé depuis un petit moment. Oui, parce que Monseigneur Lalanne parlait de ce qui se fait dans telle ou telle aumônerie, de l'accueil, de l'écoute. Maître Maurice nous parlait de cet évêque qui s'est constitué partie civile, initiative courageuse, exemplaire. Mais le père Joulin, il me semble, interpeller l'institution vraiment en demandant une homogénéité des réactions, demandant une attitude assez claire de l'institution au sens le plus politique de ce terme. Donc là, j'ai peut-être pas eu le sens... Allez plus loin dans votre question. Alors, par rapport au dévoilement, il y a deux grandes questions qu'il faut, je pense, distinguer. Il y a le secret de la confession,
C'est une chose. Je vais y revenir. Et puis, il y a, et ça va vous surprendre, mais je n'y suis pas du tout défavorable. Voilà, on l'abordera. Vous me surprenez pas. On va l'aborder tout de suite, mais finissez votre idée. Et d'autre part, il y a les attitudes intermédiaires entre la délation, que je préfère appeler signalement, et l'inaction. C'est-à-dire que quelles sont les mesures concrètes, puisque vous dites que 2000 a marqué un tournant, qui sont prises depuis 2000, qui ne contraignent pas nécessairement au signalement, mais qui évitent en tout cas les récidives. Voilà une question précise. Alors, il y a d'abord la question du secret. Non. Sur le secret de la confession... Alors, il faut rappeler... Hein, c'est clair, et d'ailleurs la loi et la jurisprudence est très très claire là-dessus. Le secret de la confession est sauvegardé. Et je crois que c'est très important ça veut dire dans une démocratie. Ça veut dire que si on vous confie pendant une confession que le prêtre en question, que la personne en question a commis des actes pédophiles... je resterai dans ce secret. Ou si le prêtre confesse. Attendez. Il faut laissez-moi aller jusqu'au bout. On veut comprendre. Oui, mais c'est pour ça que vous laissez-moi le temps. Tout à fait. Je crois que le secret de la confession, il est essentiel même dans une démocratie. Bon, ceci étant dit, premièrement, il est demandé à celui qui a autorité, dans un supérieur religieux ou un évêque, jamais je confesserai un prêtre de mon diocèse. Ça, c'est essentiel. Ben oui, je ne peux pas me situer... voilà. C'est la première chose. La deuxième, on confond souvent le secret de la confession avec une espèce de zone de non-droit et de déresponsabilisation. C'est faux. C'est-à-dire que celui qui confesse, le confesseur, va inviter fortement, d'abord, est-ce qu'il va donner l'absolution ou il ne va pas donner l'absolution? Premièrement, première question. Et puis deuxièmement, il va inviter la personne fortement c'est-à-dire à être responsable de ses actes et donc à se dénoncer. Bon. Alors, c'est pour ça que l'évêque ne doit pas, un évêque ou un responsable religieux ne doit pas confesser. Parce que sinon, on est dans le fort interne et il ne peut plus parler. Et, alors, beaucoup d'évêques ont invité le prêtre à se signaler ou invité les parents de la victime à faire ce signalement. Et sinon, peut-être qu'il faut le faire soi-même si ce n'est pas possible. C'est ça que je dis quand même. Il y a une démarche. Vous parliez on imagine que c'est pas facile de convaincre vous quelqu'un parliez de l'institution ecclésiale, enfin de l'institution Église. Eh bien, je dis, il faut aller jusqu'au signalement. Maître Maurice, sur ce secret de la confession, je ne sais pas si vous avez également, en tant qu'avocat, un secret professionnel. Bien sûr. C'est le même. Nous ne révélons absolument pas. Je dirais, les confidences qui peuvent être réalisées. Je dirais quand même qu'il y a une évolution quand même très marquante de l'Église. Pour vous répondre tout à l'heure, concrètement, lorsqu'un prêtre aujourd'hui est condamné, quasi systématiquement, le lendemain ou le surlendemain, il y a l'annonce d'une procédure canonique qui est engagée pour faire en sorte que ce prêtre soit réduit à l'état de laïc. Et je crois que c'est quand même extrêmement important parce que, en tout cas, lorsque moi j'ai eu l'occasion de défendre ces prêtres, j'ai vu que au niveau pastoral, par exemple, l'impact de la condamnation a été tel qu'on a compris aussi ce message de l'Église qui a été donné, de dire on tire toutes les conséquences de la condamnation de la personne. Alors ça c'est nouveau, parce que très franchement, il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, jamais on n'aurait imaginé que l'Église puisse engager ce type de procédure qui existait déjà. Alors cette procédure, elle existe déjà depuis 2001-2002, où le pape Jean-Paul II avait demandé à ce que ce soit la Congrégation pour la doctrine de la foi, dont le préfet, le responsable était le cardinal Ratzinger, demandant à ce que, quand on avait connaissance de faits de pédophilie, eh bien, on fasse le signalement à Rome. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas la démarche de la justice, bien sûr. Hein. Ce sont deux démarches de type différent. Non, mais parce qu'à l'époque, j'avais été provoqué par des journalistes en disant alors vous voulez vous défiler de la justice. Non, il y a deux démarches de type différent. Et donc cette démarche se fait pendant le temps de procès ou pendant la procédure. Docteur Bensoussan, je voulais vous faire réagir sur la question du secret de la confession. Oui, moi j'étais touché vraiment par ce que disait Monseigneur Lalanne pour plusieurs raisons.
Effectivement, le secret professionnel, on le connaît en tant qu'avocat, que médecin ou que prêtre ou évêque. Mais effectivement, nous vivons à une époque où il est très difficile à quelqu'un de confier l'indicible, sans prendre le risque de voir son confident décrocher son téléphone, appeler les autorités de police, etc. Donc sur le plan moral, sur le plan philosophique, sur le plan même d'une démocratie, ça me paraît extrêmement inquiétant. Le secret absolu est quelque chose de noble, à la condition que ce ne soit pas synonyme d'inaction. Voilà. La seconde raison pour laquelle j'y suis très, très attaché, c'est que les pédophiles qui ne peuvent se confier à personne sont infiniment plus dangereux et isolés socialement que ceux qui peuvent se confier et faire part de leurs affres, parce que quand même ce sont des gens qui souffrent, d'abord parce qu'ils ont parfois conscience du mal qu'ils font, aussi parce qu'ils savent les risques qu'ils encourent. Ça, on l'entend pas souvent. Qu'ils encourent. Ils luttent pour une espèce d'abstinence. C'est un conflit intrapsychique permanent. Ils sont pas sereins. Je ne voudrais pas avoir l'air d'attirer sur eux la compassion et d'oublier les victimes. Mais ils ne sont pas sereins. Ils ont besoin de parler. Et aujourd'hui, ils hésitent à le faire même à un psychothérapeute. Et puis, monsieur Lala, il faut rappeler que la confession, c'est un sacrement. Hein. Oui, c'est un sacrement. Et je réagis un instant à ce que vous dites, dans le prolongement. Je crois qu'on est dans une société qui veut la transparence à tout craint. Et je trouve que c'est extrêmement risqué pour une démocratie. La vérité, c'est très important, la vérité. Mais la transparence totale, je pense qu'elle est extrêmement dangereuse. Ne me faites pas dire ce que je dis pas. Je ne suis pas pour le silence. On a bien compris. Hein. On a bien compris. Non, parce que vous parliez de souffrance indicible. Alors là, j'ai un texte parce que j'avais travaillé sur Gide. Vous avez apporté beaucoup de textes. Oui, j'ai apporté beaucoup de textes. De parsemé de belles références. Voilà, des références littéraires. C'est dans le. Alors, il a fait ses confidences à Roger Martin Dugard. Voici ce que dit Gide. Avant de passer au prochain reportage. Vous n'imaginez pas ce qu'est pour moi l'absence de tout être jeune désirable. J'en deviens fou et je m'abandonne aussitôt aux pires faiblesses. Il y a des jours où je n'y tiens plus, où je parcours le pays comme un cheminot lubrique, cherchant à rencontrer de jeunes enfants, flairant partout, à la recherche d'une aventure que je sais bien impossible. Ah, je vous assure, j'ai compris à Cuverville tous les crimes des vagabonds, des viols derrière les haies, tout. On ne sait pas ce que c'est, etc. Je crois que... Madame, je vous remercie d'enrichir le débat par ces références, parce que ces auteurs-là, aujourd'hui, écriraient-ils la même chose? Ils pourraient pas. Mais alors, ceci dit, quand même... Pour conclure, avant de passer au prochain reportage, tiens, allez-y. Oui, quand même, Gide, ensuite, va écrire que tout ce qu'il a fait avec les jeunes enfants, c'était dans un but moralisateur. Donc le déni et la perversion de la pensée, c'est pas seulement la perversion, mais c'est la perversion de la pensée. Absolument. C'est terrible. La perversion morale plus que sexuelle. Oui. Alors, bien entendu, dans ces affaires, on pense d'abord aux victimes, et on l'a fait pour l'instant ce soir, mais les scandales de pédophilie ont aussi des conséquences dans la vie paroissiale. Exemple, à Mur-de-Barrez, un petit village en Aveyron, où un prêtre a été condamné pour viol sur mineur de moins de 15 ans. C'était en 2000. 10 ans après l'affaire, aujourd'hui, les blessures sont encore vives chez les fidèles. Reportage, Sybille Delettre. La première impression, c'est le ciel nous tombe sur la tête. Enfin... Ça a été un gros choc et une grosse souffrance. Le choc, la stupéfaction. Ces personnes l'ont connu il y a maintenant 10 ans. Dans leur petit village niché au cœur du Massif central, un prêtre a été reconnu coupable de viol sur mineur de moins de 15 ans. Il a été condamné à 10 ans de réclusion. Tout le monde en parle, sans arrêt. Il y a les pour, il y a les contre, il y a différents... On est partisans de toutes les hypothèses. On est à la fois Thomas, on sait, on ne sait pas, on ne veut pas savoir. Enfin... Au milieu du tumulte, isolé, le curé de l'époque tente de souder cette communauté autant que possible, malgré les actes de son confrère. Le poids devient très très grand, très fort. Et je n'avais pas beaucoup de personnes avec qui je pouvais exprimer ce que je ressentais. Mais moi j'ai essayé de me dire, bon, la communauté, j'essaie de la faire vivre avec ça, tel que c'était. Né dans le village, le prêtre mis en cause était ce qu'on pourrait appeler un pilier de la communauté. Alors l'acte est d'autant plus incompréhensible, même des années après les faits. Ça fait prendre conscience que un prêtre, c'est un homme. Alors ça n'excuse pas tout, ça ne donne aucune excuse, mais ça ternit l'image du prêtre et en même temps, à travers le prêtre, c'est l'Église, c'est l'institution qui se trouve salie.
Au départ, on ne savait pas trop comment se comporter. Et effectivement, bon, je ne crois pas qu'on déplaçait simplement les prêtres, mais il est vrai qu'on ne savait pas trop bien gérer les affaires. Ce n'est qu'à partir de ce que nous avons fait à la conférence des évêques de France qu'on a pu avoir, comment dirais-je, un mode de fonctionnement qui respectait les uns et les autres. Suite à cette affaire, la figure du prêtre se trouve bien malmenée. Certains vont même jusqu'à déserter les bancs d'église, mais d'autres préfèrent vivre dans l'espérance. C'est le cas notamment des parents de victimes qui ont pu trouver refuge et écoute auprès de leur curé. Je crois que pour ces parents ou ces parents, le fait qu'un autre prêtre puisse les prendre en considération et comprenne ce qui s'est passé a été excessivement important pour eux. Même s'ils ont gardé une rancune par rapport à l'Église, je le crois au moins pour certains. Malgré tout, pour cette communauté, les années passent. Le curé de l'époque ayant atteint la limite d'âge, il quitte le village. Son successeur, un prêtre beaucoup plus jeune, prend alors le relais. Il faut un certain temps avant de rentrer dans l'histoire d'une paroisse, et peut-être que les réactions, et notamment le lien avec la jeunesse, étaient peut-être plus difficiles. Il faudra 2 années à ce nouveau curé pour pouvoir enfin aborder clairement cette affaire en conseil paroissial. Et des traces persistent, des frères et des sœurs ne se parlent plus, le village a perdu sa quiétude. J'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose de quand même de cassé. Le temps a passé, les choses se sont un petit peu calmées, les affrontements se sont calmés, mais malgré tout la blessure reste. 10 ans après, la page se tourne difficilement et la situation reste précaire pour ces croyants. Une date anniversaire, une affaire similaire, la moindre petite étincelle ravive très vite les blessures du passé. Voilà pour ce reportage, et on parlait de scandale, on en voit bien les conséquences dans ce village. En Aveyron, Monseigneur Lalanne. On voit le traumatisme, hein, on a entendu les uns et les autres. C'est souvent en plus rendu difficile que beaucoup de paroissiens n'arrivent pas à croire. Pour eux, c'est impossible. Parce que souvent, le prêtre, et je crois que c'est vrai pour tout éducateur qui a commis des actes de pédophilie, il y a souvent une relation très proche, vous l'évoquiez vous-même, souvent une séduction, c'est quelqu'un de brillant, de proche, enfin, qui a beaucoup de qualités, beaucoup d'intelligence, et une partie de la communauté est dans le déni. Et donc, ça crée de fait des tensions très 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 fortes. Très intéressant, ça. Et puis, de fait, vous avez entendu le mot blessure, cicatrice. On voit bien que... Bon, alors, on évoquait tout à l'heure le pardon. Je crois que le pardon ne supprime pas la cicatrice, mais il y a cicatrice. Quoi. Donc, il y a un travail aussi pour la communauté, avec la difficulté, alors que moi, je perçois que... Comment dire ? Bon... 30 ou même 50 prêtres en France qui ont commis des actes de pédophilie, le risque, c'est de généraliser auprès de l'ensemble des prêtres, avec le risque qu'on se dise, bon, est-ce qu'on confie nos enfants? Est-ce que le risque de la méfiance ou la défiance, quoi. Alors ça, c'est extrêmement dangereux, les amalgames et espèce de généralisation. Alors, moi, je suis témoin dans mon diocèse, et puis d'autres évêques diraient pareil, Monseigneur Bellino-Guérard dirait pareil, à Rodez, d'éducateurs extraordinaires, quoi. Voilà. Mais si ça choque tant, c'est peut-être aussi parce que, c'est une question que je vous pose, parce que la mission de l'Église est mise à mal. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ils ont en même temps une très haute idée de ce que doit être la mission de l'Église. Et là, elle est mise à mal. Alors ça nous rend aussi, ça nous dit aussi notre... Enfin, je crois qu'il faut qu'on dise les choses. Ça dit aussi notre fragilité, notre vulnérabilité. On n'est pas dans la toute-puissance. Peut-être que ça nous dit des choses aussi comme ça sur nos propres communautés et nos propres vies. Hein. Bon. Docteur Bensoussan. Sur ce traumatisme de cette communauté, de ce village, et sur leur incrédulité, je voudrais dire que ça, c'est en général la marque des grands pervers. Les grands pervers sont insoupçonnables. Ils sont nickel-chrome. Ils ont toutes les apparences de la morale et même d'un moralisme, vous voyez. Ils en font même trop dans l'autre sens. Ils sont irréprochables. Et même après le dévoilement, quand on a cette incrédulité, c'est en général, là, on n'a pas affaire à un instant d'égarement. On a affaire à un vrai pervers structuré. Ouais. Je parle d'un pervers moral autant que sexuel. Nicole Jamais.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est vrai qu'ils sont tout à fait... Et alors, la morale peut avoir un lien avec la perversion, hein, dans ces cas-là. Parce que la morale peut servir à culpabiliser, et à ce moment-là, on a un lien avec la perversion. Comment on sort de cette emprise, alors, du coup, pour ces fidèles ? Ben, c'est tout un travail qu'il faut faire, d'autant qu'il y a quand même ce mal de l'idéalisation dans l'Église et dans les communautés. Et alors là, c'est vraiment le coup de massue. Enfin, et ça peut être salutaire parce que c'est aussi une façon de comprendre qu'il n'y a pas le tout bien d'un côté et le tout mal de l'autre, et que on est tous livrés à des choses difficiles et parfois ceux qui deviennent pervers bien sûr c'est terrible, etc. Mais ils ont aussi souvent des histoires terribles eux-mêmes. Oui. Hein, et on n'a pas choisi son histoire. Un mot sur comment on en sort juste. En fait, ce qui favorise le fait que les regards se dessillent, c'est la stéréotypie du mode opératoire. Le vrai pervers opère toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il va apprivoiser un enfant d'une certaine façon, créer avec lui un lien. Et c'est lorsque les victimes parviennent à établir un lien entre elles et dire « toi aussi t'as fait ça, toi aussi il t'a dit cela, il t'a dit ceci, etc. » Et là, réellement, à ce moment-là, le masque tombe, le côté irréprochable du personnage s'effrite, s'effondre. Là, il y a... Donc c'est une prise de conscience collective. Collective, généralement. Le moment aussi très important, c'est celui du procès. Parce que souvent, lors du procès, les prêtres sont accompagnés de comités de soutien, de gens qui n'imaginent pas, justement, qu'ils aient pu commettre des crimes. Et lorsqu'il y a différents témoignages qui sont abordés, lorsqu'on voit, comme le disait l'expert psychiatre tout à l'heure, le système de défense qui est mis en place par la personne, c'est-à-dire, en plus, ce qui est très frappant, c'est que lorsqu'on est confronté à un pervers, plus on le fait parler, plus on se rend compte très souvent de la perversité qui est la sienne, parce que il mène le débat, il essaye de mener les débats, de mener les gens justement où il veut les orienter, et c'est un choc considérable. Moi j'ai vu des paroissiens, membres de ces comités de soutien, s'effondrer littéralement en larmes à la suite des procès, en se rendant compte qu'un masque tombait sur la réalité de la personne qu'ils avaient aimée. Alors, ce qui est en même temps très complexe, et ce qu'il faut, je crois, aussi reconnaître, c'est que, je pense notamment dans une autre affaire, à un héros de l'humanitaire qui avait travaillé comme prêtre en Afrique, qui avait fait un travail tout à fait extraordinaire et qui a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle. C'est un homme qui, en même temps, a fait des choses dans sa vie tout à fait remarquables. Et donc, on ne peut pas non plus salir définitivement et traiter ces personnes comme des bêtes, même si ce sont des criminels, parce que de toute manière, un jour, ils ressortent de prison. Et donc, on en parlera peut-être à un moment donné. Il faut aussi penser, bien évidemment, à la souffrance des victimes, à reconstruire les victimes, mais aussi à savoir que faire, même au niveau de l'Église, de ces prêtres qui ont été condamnés, qui sont en prison et qui sortent. Monseigneur Lalanne. Mais c'est une vraie question. Et même s'ils sont réduits à l'état laïque, parce que vous prôniez cette... je précisais que ça existait. Non, mais parce que de fait, dans certains cas, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais pas systématiquement. Oui, pas systématiquement, mais... Pourquoi pas systématiquement, d'ailleurs? Non, attendez, je veux dire, c'est que la question, elle reste la même. Même si le prêtre est réduit à l'état laïque... oui, voilà. Puis de l'avenir. La question, elle est une question pas simplement ecclésiale, elle est une question sociétale. Et pourquoi pas systématiquement? Pas systématiquement, parce que je crois que chaque cas est différent. Il y a des cas plus ou moins graves, et on peut, s'il y a eu tout un chemin médical, psychologique, spirituel. Moi, j'ai vu des prêtres faisant aussi un chemin. Impressionnant. Après, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ils peuvent éventuellement avoir un ministère où on prendra les précautions pour qu'ils ne soient pas en contact avec des mineurs, pour qu'ils soient pas... Enfin, on prendra un ministère qui sera plus administratif, ou voilà. Donc, je veux dire que ce n'est pas systématique, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Saint-Siège est plus amené, par rapport à des questions de pédophilie, à souhaiter, pour un certain nombre de cas, à la réduction à l'état laïque. Oui. La réaction du psychiatre.
Moi, je souscris à ça. C'est-à-dire, pourquoi systématiquement? Pourquoi faire des cas homogènes de choses qui sont certes graves, mais pas toujours superposables? Il y a des j'ai vu beaucoup de pédophiles qui m'ont bouleversé par leur parcours, leur souffrance, leur sensibilité, leur cheminement depuis le dévoilement. Et pour faire écho aux citations de Madame Jamet, je vais vous en offrir une que je crois être de Jean Rostand, mais j'en suis pas sûr. En revanche, elle symbolise le fait qu'on ne peut pas réduire un homme à son acte. Et ça dit ça. Ça dit, il ne faut pas regarder le scélérat, pardon, il ne faut pas regarder l'honnête homme de trop près si vous tenez à lui conserver votre estime, ni le scélérat si vous tenez à lui conserver votre mépris. Connaisseur de des belles lettres ce soir. C'est très beau. Quand vous regardez à la loupe la biographie d'un homme, même auteur d'actes abominables, il est vraiment très difficile de penser qu'il n'y a rien à garder. Et pour l'Église, il me semble, si vous me permettez un avis bien sûr très extérieur, mais pour l'Église, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que cet homme peut encore apporter. Il a peut-être en lui des trésors de spiritualité, c'est peut-être un érudit, il faut peut-être l'écarter, évidemment, c'est pas peut-être, c'est certainement de toute fonction pédagogique. Pour autant, en historien, en théologien, aurait-il des choses... Voilà. Alors merci, parce que c'est prolongé. Non, mais vous dites exactement et mieux ce que je voulais dire, donc dont acte. Non, mais voilà, donc je me retrouve vraiment bien avec ce que vous dites, et c'est vraiment ma conviction profonde. Et je prolonge un peu sur le pardon, je reviens sur le pardon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est de dire à une personne, à tel homme, telle femme, et je trouve d'ailleurs que de célébrer le sacrement du pardon, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Depuis que je suis prêtre et évêque, c'est de dire à quelqu'un, tu ne te réduis pas aux actes que tu as posés, même les pires actes. Ça ne veut pas dire qu'on va faire comme s'ils n'avaient pas existé, pas du tout. Ça serait, on est dans le fantasme là, ou dans l'imaginaire. Non, non, tu as posé ces actes, mais tu es plus grand que les actes que tu as posés. Vous savez, juste une chose, on est à KTO, je crois que je peux dire ça. Je le dirai ailleurs d'ailleurs. À KTO, vous pouvez. Oui, à KTO, on peut tout dire. Non, l'Église est fondée sur une parole de pardon. Pierre, Saint Pierre, c'est celui qui a renié le Christ au moment le plus crucial. Et c'est à lui, sur une parole de pardon, Pierre m'aimes-tu, 3 fois, dit Jésus, qui correspond au triple reniement de Pierre, c'est à cet homme qui a trahi le Christ au moment le plus crucial, c'est lui, cet homme pardonné, qui devient le chef de l'Église. Pour moi, c'est quelque chose de très très fort. Alors, ce que je dis de Pierre, je le dis de chacun d'entre nous, et je le dis aussi des personnes qui ont commis des actes qui sont terribles. Voilà. Est-ce que ça ne pose pas question à l'avocat? Non, pas du tout. Non. Vous savez, souvent, j'ai des parents qui sont venus me voir et dont les enfants ont été abusés, violés. Et qui se sont posé la question de la façon suivante. Faut-il vraiment révéler ces faits à la justice ou ne faut-il pas aider nos enfants à faire un travail de pardon pour, je dirais, surmonter tout cela? Alors, face à cela, ma réponse, elle est claire, elle est systématique et elle est toujours la même, c'est de dire, vous n'avez pas le droit de dire cela. Parce que justement, et l'évolution de la position de l'Église a été parfaitement limpide sur ce point, pour qu'un homme abusé puisse se reconstruire, le fait que la justice se prononce sur ce dont il a été victime lui permettra toujours de se reconstruire plus vite dans le temps, postérieurement, et le pardon viendra ensuite. Parce que je voudrais vraiment réagir un peu. Le pardon, si vous voulez, de la même façon que certains disent, on ne peut pas pardonner pour le mal qui a été fait à d'autres. Ça existe par exemple chez les Juifs. Les Juifs considèrent que ceux qui ont directement été victimes de l'Holocauste, eh bien on ne peut pas, je dirais, donner ce pardon pour d'autres personnes que ceux, je dirais, qui ont été directement concernés. Eh bien, moi je dis la même chose, je dis faisons très attention parce qu'il y a un risque à ce moment-là qui est de spiritualiser l'approche. C'est-à-dire non plus de placer cette approche sur, je dirais, la première démarche nécessaire, c'est de venir en aide à ceux qui ont été victimes pour rappeler leurs droits et rappeler que des crimes ont été commis. Mais pardon ne veut pas dire non-réparation. Attention, hein.
Alors, on n'est pas simplement dans les petits nuages. Docteur Bensoussan, vous avez 30 une secondes réaction, pour une réaction conclure le brève. Le propos de Maître Maurice pourrait se résumer comme ça. La réparation psychologique passe par la réparation judiciaire. Mais pas systématique. C'est ce que vous sembliez dire. Non. Alors, si vous revenez sur... on considère que vous n'avez rien dit, parce que je voulais réagir. Pour ne pas faire de caricature. Mais on peut considérer que vous avez dit ça grosso modo ou pas du tout. J'ai dit que vous avez dit qu'il fallait d'abord que la justice reconnaisse le statut de victime pour qu'un homme puisse se reconstruire. Écoutez, tout le monde a entendu ça. Maintenant, je veux bien que vous reveniez en arrière, mais quand même laisser 30 secondes, c'est pas très honnête. La résilience, etc. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Allez-y, vous savez rien de ce que je vais dire et vous revenez sur ce que vous venez de dire. Non, je reviens pas. Je dis que c'est une étape qui pour moi est importante. Allez-y, vous avez même dit indispensable pour qu'un homme se puisse se reconstruire. C'est peut-être exagéré. Donc j'ai l'intelligence de revenir là-dessus. Eh ben, je vous en suis reconnaissant parce que je veux préciser pourquoi j'étais en désaccord. Premièrement, parce qu'il arrive que les magistrats fassent du droit et que quand il y a un doute, eh bien, la personne, même coupable, soit acquittée ou relaxée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme dont vous dites qu'il avait besoin de ce procès pour se reconstruire n'a pas son statut de victime. Aucune chance de se reconstruire. Selon vous. Deuxièmement, c'est très important, la prescription. Docteur. Il y a un temps auquel c'est prescrit, la justice ne passera jamais. Moi, j'accompagne des victimes et je n'incite pas systématiquement à la judiciarisation parce que c'est un processus extrêmement aléatoire, douloureux, destructeur. Vous vous appelez victime pendant 4 ans d'instruction, puis d'un coup vous l'êtes plus parce que le type a été relaxé, il a nié. Et alors qu'est-ce qu'elles font celles-là? Je vous les adresserai. Non, mais alors on fait quoi? Non, mais soyez clair, vous faites quoi vis-à-vis du fait que je n'ai pas d'attitude systématique, je n'ai pas de propos. On fait quoi vis-à-vis du signalement? Mais ça existe, on peut en débattre. On pourrait poursuivre ce débat. C'est une toute plus longtemps, malheureusement, on n'a pas le temps. Là, c'est vous qui caricaturez. Alors, on va poursuivre avec le prochain reportage. On a commencé à évoquer les conséquences des scandales de pédophilie sur le milieu éducatif. Plus de vigilance, plus de méfiance, plus de soupçons et parfois même des accusations erronées. Les éducateurs et tous ceux qui travaillent avec les enfants en général prennent désormais un maximum de précautions pour éviter toute ambiguïté dans la relation éducative. On regarde le témoignage du père Dominique Chéreau, curé de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil à Paris. Il supervise les activités de patronage de la paroisse. On regarde son témoignage. J'ai pas changé mes pratiques parce que je pense elles ont jamais été mauvaises, mais je fais plus attention, oui, c'est vrai. On est obligé, comme prêtre, quand on les confesse, par exemple, de les recevoir seuls. On peut pas les recevoir avec d'autres. Mais en même temps, il faut être très prudent. Et très prudent, c'est par exemple, vous voyez, c'est pourquoi d'ailleurs mon bureau, les fenêtres sont, j'ai pas de rideau, pour qu'on puisse pas, vous voyez, que ce soit vraiment très très limpide, très clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Mais ce qui n'est pas facile, et c'est là où je tire quand même un petit peu une sonnette d'alarme, c'est que on est surtout dans un quartier, on est dans un monde où les gens qui sont nos paroissiens, qui sont les bénéficiaires de notre apostolat, sont des gens souvent qui ont des graves problèmes. Les enfants qui sont en manque affectif, ils auront tendance, que ce soit les garçons ou les filles, comme ils sont en manque au point de vue affectif, et qui nous considèrent un peu comme leurs parents, si je puis dire, de substitution, à avoir besoin de tendresse, des gestes de tendresse. Et c'est très très délicat parce que quand un enfant se jette vers vous pour vous faire un câlin, par exemple, oui, c'est très très clair et très net. On peut pas accepter. On peut pas accepter. Et en même temps, c'est frustrant pour l'enfant, sans vouloir faire de gestes mauvais, etc. Et on est obligé d'être très 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 prudent. Et il vaut mieux d'ailleurs. Et c'est une barrière qui, moi je trouve finalement, qui est bonne. Vous voyez, ça oblige à garder ses distances. On ne pourra pas tout dire, il y a beaucoup de choses à dire, on va se concentrer sur quelques points. Nicole Jammet, je vais vous demander de réagir sur ce que disait ce père qui dit, quand il y a un enfant qui me saute dans les bras maintenant, quelque part il est un peu gêné. Ben oui, je crois que c'est une réalité. Donc ça change la relation éducative. Mais bien sûr. Enfin, moi j'ai été étonnée à la fac, par exemple, pour faire passer des oraux. Maintenant, on est obligé de laisser la porte ouverte quand on fait passer un oral à un étudiant seul. Bon, ça change les relations. On est soupçonné. Enfin, il y a un climat de méfiance, de soupçon, oui, bon, je sais pas quoi dire de plus. Sur la relation éducative, docteur Bensoussan. Oui, c'est vrai, je crois que il faut être téméraire aujourd'hui pour être instituteur de maternelle de sexe masculin. C'est impossible. Aller consoler un enfant qui pleure, qui est tombé ou qui a un chagrin dans sa famille, le prendre sur vos genoux, enfin, vous êtes menotté dans le dos, c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est peut-être moins grave dans votre cas, mais voilà, il y a une suspicion, oui.
Monseigneur Lalanne. En même temps, bon, de fait, il faut être prudent, clair. Hein, et en même temps, je veux dire que... Où est-ce qu'on va? Bon, alors, c'est vrai que je crois qu'on a à aider les éducateurs, ça peut être des enseignants, des prêtres, des chefs scouts, des responsables d'associations, etc., des patronages, à avoir, ce que j'aime bien cette formule, une espèce de chasteté. On n'est pas au niveau charnel ou non charnel, chasteté éducative dans la relation. Comment apprendre un éducateur à avoir la bonne distance, hein, comment aider un enfant à gagner en liberté intérieure, sans être dans la confusion, comme on l'évoquait tout à l'heure, comment poser la loi qui permet de... Enfin, l'interdit, bon. Je crois qu'il y a tout un travail pour aider les éducateurs à avoir, j'allais dire, la bonne distance, une espèce d'empathie, mais en même temps, je veux dire, on peut arriver à des extrêmes qui sont une espèce de suspicion permanente qui me paraîtrait aussi malsaine. Enfin, bon, malsaine. Maître Boris? Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai été au Beaulieu lycée, j'ai été je crois que d'ailleurs la campagne parfois qui existe aujourd'hui, justement, contre les prêtres, alors même qu'on se rend compte qu'il y a très très peu de prêtres concernés par des problèmes de pédophilie, est totalement excessive et disproportionnée. Et je crois que on ne peut pas réduire le débat. Non, mais on ne peut pas réduire le débat à quelques caricatures ou quelques propos de journaux radicalement anticléricaux pour, je dirais, réfléchir et ne pas constater qu'il y a des progrès considérables. C'est vrai que c'est partout dans les médias et pendant des semaines. En fait, la question est encore bien plus profonde, enfin, elle est bien plus large. Je ne sais pas si le sondage IFOP de 2009 est juste, mais que dit-il ce sondage? Il disait 3% des Français ont vécu le phénomène d'inceste. Et chez les Français, 5%. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, hein? Énormément. Dans mon diocèse, ça fait, dans mon département, la Manche, ça ferait environ 20 000 personnes. C'est énorme. Donc c'est énorme. Alors peut-être que les chiffres sont exagérés ou j'en sais rien. Mais je veux dire qu'on a aujourd'hui un défi éducatif énorme. Alors, il touche les prêtres, mais il touche bien plus toute la société. On est dans une société complètement érotisée. Alors, tout est permis, quand même, tout est permis. Et il y a un paradoxe, on essaye de protéger les enfants et la société. Je trouve qu'il y a un paradoxe. Bon, et puis en plus, souvent, on ne prend pas l'enfant pour un enfant. On est dans une société qui est, très très érotisée, où tout est possible. Je crois que là, on a une réflexion d'ensemble à avoir. Docteur. Là, je suis un petit peu moins d'accord pour la raison suivante. D'abord parce que quand même, c'est pas quelques cas, ce sont des milliers de cas si on prend les dévoilements des États-Unis, de l'Irlande, d'Allemagne, etc. Donc des milliers de millions, sur des millions. Je veux dire, si vous mettez les choses de façon statistique, soyez honnête. Je peux poursuivre. Oui, mais soyez honnête quand même. D'accord. On va être très honnête. Non, mais sur le pourcentage, soyez honnête, parce que en France, il y a 35 cas. Quelques cas. Non, mais il y a 35 cas en France. Il y a combien? Vous me dites dès que je peux reprendre. Allez-y. Ok. Donc, alors d'accord. Des milliers. Il y a des millions de prêtres? Mais non, moi je vous parle de milliers de prêtres. Je ne vous parle pas de milliers de victimes, je vous parle de milliers de prêtres. Donc c'est quand même un peu plus inquiétant. Donc maintenant on peut. C'est inquiétant, mais allez-y. Ah ben c'est qu'il y en a quand même pas mal, si vous voulez, statistiquement, non. Clair. Bon, d'accord, voilà. Quelques milliers de prêtres, c'est de la gnognotte. Alors en tout cas, personnellement, j'aurais pensé que ça pouvait être inquiétant et que ça pouvait au moins conduire à des interrogations. Pour Maître Maurice, c'est une quantité négligeable, mais rapproché de l'inceste, si vous voulez. Et je suis d'accord avec ce que disait Monseigneur Lalanne. L'inceste est un phénomène plus fréquent qu'on ne le dit. Mais ne doit pas dispenser de s'interroger sur la nature du phénomène. Ce n'est pas comparable. Intrafamilial, extrafamilial, et de surcroît par une autorité morale qui est censée être le garant, le vecteur même de la morale. Donc s'interroger sur l'accès au ministère, sur les possibilités qu'a l'Église de cerner les motivations conscientes et inconscientes de l'attrait du célibat, par exemple, sur quelqu'un, etc., etc., je pense qu'on ne peut pas s'en sortir avec une simple statistique en disant il n'y en a pas tant que ça. Moi, ce n'est pas du tout comme ça que je suis intéressé. Non, mais je parlais Maître Maurice. La formation est très différente, d'ailleurs. Sur la formation des prêtres, il y a peut-être des questions à se poser. Sur la formation des prêtres, il y a peut-être des questions à se poser. Formation des prêtres. Alors, d'abord, je voudrais vous dire quand même une chose, c'est que... il nous reste 5 minutes, il faut essayer d'être concis, je vais essayer d'aller vite. Première chose, c'est, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que la personnalité pédophile, elle n'est pas facile à découvrir, à décrypter. Je connais tel ou tel prêtre qui était avec le père Bisset,
qui a pris 16 ans de prison, et qui dit jamais on n'aurait pensé que. Donc je veux dire que d'abord, c'est compliqué. Voilà. Deuxièmement, je crois qu'il y a un effort qui se fait dans les séminaires. Moi, je vois c'est le séminaire de Caen, où sont les séminaristes de mon diocèse, qui travaillent avec d'autres séminaires, Rennes, Nantes et d'autres, où il y a une formation quand même aujourd'hui sur les questions de sexualité, sur les questions d'affectivité, sur les questions de pédophilie. Moi, je vois un peu le programme des sessions. C'est important. Je veux dire, cette question-là, elle est prise au sérieux. Si on a une question par rapport à l'équilibre d'un séminariste, on fera aussi une expertise. Enfin, je crois qu'il y a un travail qui se fait. Ceci étant dit, je dis, restons... on ne peut pas être sûr à 100%. Restons modestes. Restons modestes. Personne n'a le détecteur. Je ne sais pas si ces questions... Alors, ça dépend des séminaires, ça dépend des endroits, etc. Mais enfin, moi, j'ai eu des échos par des séminaristes aujourd'hui qui me disent que c'est assez tabou, la sexualité, et qu'on en parle très très peu, et je crois qu'il faudrait en parler davantage, et qu'il y aurait tout un travail... Moi, je vous parle des séminaires, que je connais. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y avait le problème du célibat. Voilà, le problème du célibat qu'on n'a pas abordé. Sur lequel j'avais fait une grosse recherche. On va l'aborder maintenant. Certains disent, célibat des prêtres et pédophilie, tout ça est lié. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça n'a rien à voir. Enfin, je pense que celui qui est pédophile, il se marie. On se marie avec une femme, on se marie pas avec un enfant, de toute façon. Donc, voilà. Bon, c'est pas parce qu'on est célibataire, en général, il y a plus de gens mariés qui sont pédophiles que de gens... Gide était marié. Il avait pas eu de relation avec sa femme, d'ailleurs, mais enfin, il était pédophile. Enfin, ça n'a rien à voir, hein, je crois. Pas de lien, Dr Bensoussan? Alors, je dirais qu'il y a le lien entre peut-être le pédophile de circonstance, c'est-à-dire celui qui, par immaturité, par proximité avec des adolescents, etc., là, celui-là, il est peut-être plus exposé s'il est très seul et très immature. En revanche, le vrai pédophile, c'est-à-dire l'orientation constante, préférentielle, exclusive vers des enfants, c'est évidemment d'une totale niaiserie d'imaginer que le mariage va... Mais pourquoi on l'entend tant Parce qu'on a l'image d'un homme qui a assouvi des pulsions, mais il les a assouvis dans quoi? Dans une femme? Enfin, ça devrait faire bondir les féministes. Ce serait le mariage qui serait la guérison de la femme jouerait le rôle d'une sorte de vecteur, de fusible qui rendrait l'individu moins dangereux. Le mariage ne résout... Alors, de toute façon, le mariage ne résout pas les problèmes. J'ai fait une enquête là avec des prêtres, des moines, des religieux, comparés à des prêtres orthodoxes mariés et des pasteurs mariés, et la conclusion, c'était que le mariage, ça n'arrangeait rien. Parce que, ou bien, on va pas trop mal. Alors, si on choisit le célibat, c'est pas par hasard. Mais, on y trouvera on peut y trouver un épanouissement, une fécondité, etc. Bon, ce sera difficile, il y aura des moments difficiles. Si on choisit le mariage qu'on va pas trop mal, on aura des moments difficiles, ça c'est clair, mais on arrivera à... Et c'est vrai que le célibat suppose une connaissance de soi, une maturité psychologique, un enracinement. Pour moi, je parle du célibat dans le ministère de prêtre, un enracinement dans la prière. Ça suppose aussi une vie fraternelle, parce qu'un prêtre qui est trop isolé, c'est pas bon. Et qui est un gros soutien. Et ça, c'est très important d'avoir de l'amitié, d'avoir cette relation fraternelle. Et aujourd'hui, je crois que c'est des points sur lesquels, comme évêque, nous devons être attentifs. Oui. Je crois aussi parfois que ceux qui sont extérieurs à l'Église et qui voudraient absolument que les prêtres soient mariés, essayent de faire un lien qui est totalement faux entre ce célibat et puis le fait que s'ils étaient mariés, il y aurait beaucoup moins de pédophilie. Et je crois combat en cache un autre, quoi. Exactement. Je crois qu'il faut être tout à fait réaliste de cela. Et je crois qu'en même temps, ce célibat des prêtres, il représente un mystère, une force. Et je trouve que faire ce lien, pour ceux qui travaillent vraiment la question, c'est d'une profonde hypocrisie. Et en même temps, ça démontre que derrière... il n'y a pas une volonté de débattre loyalement. Monseigneur Lalanne, il nous reste 1 minute, le mot de fin sera pour vous. On n'a pas parlé beaucoup de prévention et notamment de la brochure de l'Église. Après l'Assemblée de 2000,
été décidé par les évêques, c'est manière de répondre aussi à votre question, ça répond pas à tout, mais de publier un livret qui a été largement diffusé pour tous les éducateurs, des repères pour les éducateurs, lutter contre la pédophilie. C'est-à-dire d'avoir des instruments qui permettent à des équipes d'animateurs d'aumônerie, à des prêtres, à des chefs scouts, etc., de pouvoir comment bien traiter un enfant, comment prévenir, comment agir et comment accompagner. Eh bien, écoutez, merci Monseigneur Lalanne, merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Le temps passe bien vite, on aurait pu encore en parler bien longtemps de ce sujet. Voilà, le temps, avant de conclure, de donner quelques conseils de lecture. Les derniers livres de nos invités, le vôtre, Nicole Jamel, Le célibat pour Dieu, c'est aux éditions du Cerf, et puis celui du docteur Paul Bensoussan, le vôtre donc, Le nouveau code de la sexualité, chez Odile Jacob, un livre écrit avec Jacques Barillon. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet, dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. À très vite sur KTO. Thank you.